On va vers l'Angleterre et toutes nos condoléances encore à tout ce peuple britannique et aux pays membres du Commonwealth depuis le décès de la reine Elisabeth. Mais il y aura de la premiership ce week-end, la première journée du championnat anglais, et on en parle avec Philippe Spanghero dans un instant. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien, c'est... Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. C'est vraiment la meilleure version de ce jingle. Ouais, vraiment exceptionnel. La pépita. Magnifique. Et ouais, quel bonheur. Il y a du budget parce qu'il y a même Omar Sy dedans. Et Omar Sy était ravi de parler de Philippe Spanghero. Et vraiment ravi. Et Philippe, tu le sais très bien, c'est ton ami. Hein. Ils font des groupes de parole avec les Lanvin pour parler de mon timbre. Évoquons ce championnat anglais. Pourquoi serait-il au bord de la faillite? C'est la question qu'on se pose, parce qu'il y a une véritable inquiétude outre-Manche sportivement, hein, je précise bien, puisque c'est un contexte absolument particulier en ce moment, avec donc des dettes brutes, et on va essayer d'être moi je suis pas aussi précis que toi, donc ça va être ton rôle, des dettes brutes qui sont astronomiques. On a des clubs au-delà de 100 millions de dettes. Ouais, alors c'est quand même à relativiser, parce que le chiffre comme ça effraie très largement. On se demande comment c'est un demi-milliard globalement pour la premiership. Comment c'est possible? Alors c'est pas des dettes nettes, c'est-à-dire des engagements financiers à proprement parler. Donc il faut remettre tout ça en perspective. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que le modèle anglais, il doit nous interpeller, parce que ce qui se passe en Angleterre, c'est pas nouveau. En 2018 déjà, on avait une première alerte avec tous les clubs de premiership dans le rouge, à part Exeter qui avait à peine équilibré ses comptes, avec une perte moyenne de plus de 2,5 millions d'euros pour les clubs à ce moment-là. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, un championnat dans son ensemble un peu moins puissant que le nôtre en termes de recettes. Les affluences sont quasiment identiques en affluence moyenne. On est à peu près équivalent entre le top 14 et la premiership, à 14 000 places de moyenne par match. Donc en recette billetterie, on peut considérer qu'on est un peu équivalent. On est quasi équivalent en droit télé, mais c'est en sponsoring et en activation derrière que la Ligue anglaise est moins forte que ce que peut représenter le top 14. Et puis il y a une vraie incompréhension sur la situation d'aujourd'hui, puisque suite à cette première crise en 2018, les Anglais ont fait le choix, eux, au moment du Covid, de se tourner vers CVC. On en a beaucoup parlé de l'entrée de ce fonds d'investissement pour aider le rugby du Nord, avec un soutien massif et une prise de participation dans la société commerciale Destination, avec une prise de participation importante au capital de la Ligue Celte, qui est devenue l'URC, avec l'arrivée des Sud-Africains, et donc qui a investi aussi CVC massivement dans le rugby anglais, avec un modèle un peu particulier. En plus, c'est que les clubs anglais sont actionnaires en direct de la Ligue, donc ont un actif dans l'organisateur même. Et CVC a injecté 220 millions d'euros pour un peu moins de 30% du capital de la premiership en 2020. Et donc, en rachetant au prorata des pourcentages symboliques de tous les clubs, entre 2 et 3%, mais en injectant quand même plusieurs millions d'euros. Les clubs anglais, en plus, ont été bien soutenus aussi par leur gouvernement. Donc, ce qui se passe, ça interpelle vraiment sur la réalité du modèle économique anglais. Parce que aujourd'hui, on peut se dire que ces 220 millions qui devaient aider à restructurer complètement ce championnat, à l'internationaliser, à aller chercher des recettes plus loin, mais finalement, il a servi qu'à mieux payer des joueurs, puisque on se rend compte que le championnat anglais, en termes de salaire moyen, est redevenu très compétitif par rapport au championnat de France. Ça pose une question, parce qu'ils ont un salary cap qui a été abaissé très largement avec le Covid, qui est passé de 6,4 millions à 5 millions de livres, environ 6 millions d'euros. En France, on est au-dessus de 10 millions. On a 10 millions, c'est ça? En France, on est à 10 millions, avec la variable d'ajustement des joueurs internationaux qui ouvre droit à 200 000 euros, je crois, supplémentaires de masse salariale par joueur international.
Donc, Toulouse, par exemple, est autour de 12 en millions. Angleterre, ils n'ont pas des joueurs où ils peuvent sortir du salary cap et que ça s'appelle des marquee players. Alors, exactement. En Angleterre, ils ont deux choses qui peuvent expliquer aussi leurs problèmes économiques. C'est cette folie sur les salaires dans une économie qui le permet pas, puisque au-delà du salary cap, ils ont en effet les marquee players, donc qui sont des joueurs qui ne sont pas intégrés dans le salary cap, et c'est là qu'on voit en effet de très très gros salaires émerger. Mais au-delà de ça, la plupart des acteurs, notamment en France, disent que le salary cap anglais est un écran de fumée, puisque nous ici on a la DNACG avec des contrôles très stricts. On a vu Montpellier sanctionné, des clubs qui sont rappelés à l'ordre régulièrement et qui doivent vraiment être vigilants à leur masse salariale, à la façon dont ils sont payés. Et en Angleterre, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu l'épisode Saracens qui a été sanctionné lourdement puisque des joueurs étaient payés en actifs immobiliers. Donc ils ont été ingénieux du côté anglais sur les montages. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'à la vue des dettes, il y a forcément à creuser du côté du salary cap. Et aujourd'hui, c'est toute la structure du rugby anglais qui s'effondre, puisque cette année, la situation est catastrophique avec plus de 80 joueurs au chômage, contre un peu moins de la moitié en France. Un championnat de deuxième division qui n'existe plus, dont on a déjà parlé souvent. Donc vraiment, il y a de très grosses inquiétudes, et ce qui se passe en Angleterre interpelle sur la façon dont les choses ont été gérées, parce que on prend souvent la fédération anglaise de rugby en exemple. La plus puissante du monde. Ouais, la plus puissante du monde par son économie autour de la propriété de son stade de Twickenham et de toutes les recettes générées à travers ce stade de Twickenham. Comment cette économie-là sert aussi peu son rugby de territoire. On a aujourd'hui une équipe anglaise qui performe pas, et on a un championnat qui est à l'agonie. Évoquons quelques dettes en partant de la plus faible à la plus élevée. Dette brute, je le répète bien. Les Exeter 13 millions de livres à chaque fois, Gloucester 27, Northampton Saints 27, Worcester 28, Sale 30, Leicester 31 millions, les Harlequins 34 millions, Bath 37 millions, London Irish 37 millions, Newcastle 40 millions aussi pour les Saracens, 50 millions pour les Bristol Bears et 112 millions pour les London Wasps, absolument terrible là pour le coup, pour les London Wasps qui ne jouent plus à Londres mais à Coventry, dans un stade qu'ils ne remplissent jamais, la Ricoh Arena qui ne fonctionne pas, et il y a un vrai problème d'identité d'ailleurs, notamment dans ce club là. Est-ce que, et très rapidement on fait là-dessus avant de basculer vers en haut de l'affiche, est-ce que l'avènement de l'URC qui regroupe des franchises, des clubs sud-africains, italiens, gallois, écossais et irlandais, fait du mal directement à la Premiership, Philippe? Alors à aujourd'hui, pour l'instant pas encore, mais pour moi ça fera du mal très clairement demain, puisqu'on est à côté avec l'URC dans un modèle économique beaucoup plus raisonnable et raisonné. Aujourd'hui, je prends l'exemple des Sharks que je connais bien. C'est une province qui est une des meilleures équipes de rugby au monde, qui fournit un tiers des internationaux sud-africains et qui est sur un modèle économique très sain avec un budget d'à peu près 13 ou 14 millions. Aucune dette enregistrée sur les 3 dernières saisons, pas le moindre euro de dette. L'économie des provinces écossaises a été régulée, c'est pareil au Pays de Galles et en Irlande. L'économie du rugby italien est faible, on n'en parle même pas. Mais oui, en effet, on va devoir revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. Et c'est sûr que les joueurs anglais vont se tourner de plus en plus vers cet autre championnat qui sportivement devient très attractif. Avec donc l'URC. Merci beaucoup Philippe Spanghero, la chronique à retrouver si vous venez de nous rejoindre sur YouTube,